Bonsoir, chers auditeurs, chères auditrices. Bienvenue dans l'émission Conscience. Ici, votre animatrice Lindsay Romage et Linda Jean-Baptiste. Le sujet d'aujourd'hui, c'est la question qu'on va essayer de répondre dans la discussion d'aujourd'hui, c'est demander une contribution monétaire aux invités de votre mariage. Est-ce une pratique appropriée, ça veut dire acceptable ou inappropriée? Donc, le plan de la discussion, c'est que tout d'abord, ma collègue Linda va vous dire c'est quoi le mariage, les historiques, la différence entre mariage civil, religieux, les mythes religieux qui entourent le sujet du mariage. Et pour la deuxième partie, on va rentrer dans les mariages payants, l'origine de cette pratique et la luxure du mariage, les dépenses folles qu'on fait. Donc aujourd'hui, c'est la première fois que notre critique va pas être vraiment basée sur des faits et des statistiques concrètes, mais plus sur une observation qu'on a faite de notre environnement. Donc, il faut comprendre que l'étiquette et les conventions et les bonnes manières sont souvent un sujet à discussion lors de la préparation de mariage. Donc, ça va être plus notre opinion, donc quoi faire et ne pas faire, c'est quoi vraiment les normes. Donc, c'est ça. Donc, je passe le micro à ma collègue. Donc, Elinda, c'est quoi le mariage? Bon, avant tout, je vais vous saluer comme d'habitude. Donc, je vous dis bonsoir à tous et à toutes. Et on vous souhaite la bienvenue à votre émission. Bon, tantôt, Lindsay avait mentionné le nom, le titre, la question à laquelle on allait répondre. C'était demander une contribution. Mais avant de continuer, je veux juste comme essayer de mettre ça au clair. Parce que il faut pas jouer avec les mots. Comme, c'est pas demander une contribution. Parce que selon moi, une contribution, c'est quelque chose qui est volontaire. Par exemple, quelqu'un t'invite à son anniversaire, puis toi, par gentillesse et par bienséance, tu décides d'apporter une contribution qui est un cadeau. Mais quand quelqu'un se marie, puis la personne te demande de payer pour participer à la célébration de ce mariage-là, ou participer à la réception, à la fête. Mais ça, c'est pas une contribution qu'elle te demande, c'est quasiment qu'elle te demande de payer ça. C'est comme tu es obligé, c'est une obligation, alors que selon moi, une contribution, c'est un don volontaire fait par la personne qui décide elle-même de le faire et c'est pas une autre personne. C'est pas la personne qui fait l'activité qui l'impose cette contribution pour pouvoir participer. Donc, quand on essayait de formuler cette question pour aujourd'hui, moi, j'ai choisi le mot contribution dans le sens que les invités ne payent pas la totalité du mariage. Donc, c'est pour ça que j'ai dit contribution, c'est comme une partie que la personne va payer. C'est plus dans ce sens-là que je suis allée. Ouais, je comprends. Mais en tout cas, bon, c'était quoi la question? C'était... Qu'est-ce que le mariage? Bon, comme Lindsay l'avait dit tantôt, je vais donner une petite historique de qu'est-ce que le mariage, comme mariage religieux, mariage civil, parce que quand on parle de mariage, on peut pas ne pas parler de religion, ni on peut pas parler de civilité, parce que la religion et l'État font partie du bagage du mariage. Ils font partie du bagage de ce concept que l'on appelle le mariage. Donc, on ne peut pas séparer le mariage. On ne peut pas parler de mariage sans parler de religion, ni sans parler de l'État. Donc, bon, dans le fond, je vais plus vous donner une petite historique du mariage religieux et du mariage civil. Donc, c'est toutes des informations qui peuvent être vérifiées par Internet. Donc, aujourd'hui, j'ai pas la prétention de vous enseigner quoi que ce soit. Donc, toutes les informations sont vérifiables par Internet. Et c'est ça. Donc, premièrement, on va parler du mariage religieux et des mythes qui entourent les traditions de ce genre de mariage-là. Donc, parfois, il y a du monde qui... quand on parle de religion, là, je vais plus parler à la communauté chrétienne. Parfois, il y a des chrétiens qui disent que si le mariage n'est pas fait, n'est pas célébré ou n'est pas béni par un pasteur, c'est comme le mariage, à ce moment-là, n'est pas valide. C'est ça, n'est pas valide devant Dieu et il n'est pas valide devant les hommes parce que ce n'est pas un pasteur qui l'a béni. Mais quand on regarde, parce que je sais que les chrétiens ils disent que
que la Bible, genre, c'est ce livre qu'ils suivent et tout. Mais quand on regarde dans la Bible, dans les Écritures, on voit comme aucune allusion à ce qu'on pourrait appeler un mariage religieux. Donc, les chrétiens, on dit qu'on suit la Bible et tout, puis tout ce qu'on fait, c'est en accord avec la Bible. Mais quand on regarde dans les Écritures, on voit pas le mot mariage religieux, ni on voit pas comme l'image ou... Et qu'est-ce que tu dirais des personnes qui pourraient dire comme argument que Jésus avait changé l'eau en vin dans les noces de Cana? Ben, c'est une très bonne question parce que justement, oui, il y a du monde qui utilise ça comme argument. Mais quand on voit Jésus qui fait ça, oui, il a changé l'eau en vin, mais les Écritures ne disent pas que c'est lui qui était l'officiant dans ce mariage-là. Fait on doit rester dans le contexte, comme il a été invité comme toute autre personne qui était invitée. Puis, bon, comme c'est quelque chose qu'on voit pas. Genre, Jésus n'a jamais... Le grand pasteur des brebis, il a peut-être jamais... Peut-être c'était sa contribution. Ouais, peut-être. Fait que quand on regarde... Jésus a jamais officié un mariage. Jésus, que les Écritures appellent souvent le grand pasteur des brebis. On regarde Paul, Pierre, peu importe les personnes. On regarde... Au 1er siècle, le mariage était quelque chose de famille. Donc, qui faisait le mariage au 1er siècle? C'était les parents, premièrement. Puis ensuite, c'était les amis. Donc, le mariage était une célébration familiale, en fait. Puis si tu voulais inviter le quartier, oui, tu pouvais. Mais à la base de ça, c'était le père qui donnait sa fille en mariage. Et c'était la bénédiction parentale qui avait de l'importance aux yeux du Seigneur, parce que justement, c'est le père, dans les Écritures, c'est le père qui marie sa fille. Donc, à plusieurs reprises, on voit que dans certains versets qui disent si un père juge bon de marier sa fille, etc. Donc, on voit clairement que ce n'est pas ni un pasteur, ni un apôtre, ni un prophète qui marie quelqu'un, mais c'est le père qui donne la bénédiction à sa fille, parce que déjà à la base, sa fille est sous, on peut dire, son autorité jusqu'à ce qu'elle quitte le cocon familial. Donc, l'autorité a été donnée au père de bénir un mariage. Donc, la pensée de dire que c'est un homme... Puis le plus souvent, quand les gens disent c'est un homme de Dieu qui doit célébrer un mariage pour que ça soit valide, j'aime poser la question, mais c'est quoi un homme de Dieu? J'aime demander aux gens, mais ok, selon toi, c'est quoi un homme de Dieu? Parce que mon père est un homme qui connaît le Seigneur, il est intègre, droit, c'est pas quelqu'un qui va mentir, c'est un homme sérieux, c'est un diacre d'église. Donc tu vas dire que mon père n'est pas un homme de Dieu parce qu'il n'est pas pasteur? Tu vas dire il y a des grades, tu comprends? Hein, il y a des échelons à graver. Donc, moi qui aimerais recevoir la bénédiction de mon père lors de mon mariage, tu vas dire non, il ne peut pas parce qu'il n'est pas un pasteur. Donc, Je trouve ça très intéressant parce que dans la communauté, on tend à donner une place au pasteur, la place qu'il n'est pas censé avoir. Donc, c'est comme si l'importance du pasteur est sur le père, sur l'approbation du père est devenue comme plus importante, si c'est ça que j'ai compris. C'est intéressant ce que tu dis parce que oui, puis c'est pas pour être méchante avec nos pasteurs, comme on vous en veut pas là, on vous aime, puis on sait que vous le faites pas avec une mauvaise intention, vous le faites plus par zèle pour le Seigneur, et c'est tout à fait correct, c'est normal, mais simplement comme les pasteurs parfois, vous avez tendance à étouffer le corps. Comme dans le sens que peut-être c'est fait inconsciemment, puis c'est correct. Si votre zèle, c'est un zèle que vous avez pour servir le Seigneur, c'est correct. Mais juste parfois, vous avez tendance à étouffer le corps. Donc, vous avez tendance à prendre toutes les responsabilités pour vous. Quand vous faites ça, vous empêchez au corps de s'exprimer, d'exprimer leurs dons, d'exprimer leur plein potentiel et d'exprimer l'appel que le Seigneur les a donné. Par exemple, le mariage, le Seigneur a donné l'autorité au père de marier sa fille. Mais maintenant, en tant que pasteur, parfois,
on étouffe le corps. Parfois, on prend ce rôle entre les mains du Père, puis on veut le faire nous-mêmes, alors que ce n'est pas à nous que le Seigneur ce n'est pas à vous que le Seigneur a donné. Le Seigneur a donné le rôle de bénir les unions au Père. Donc, le Seigneur a donné à mon Père le rôle de bénir mon mariage, pas à un pasteur. Donc, c'est à mon Père, à la personne à laquelle je suis soumise jusqu'à ce que je quitte le cocon familial, de me bénir. Donc, on ne peut pas voler ce rôle entre les mains de mon Père. Donc, juste... Puis aussi, notre communauté aussi n'aide pas parce que tout tourne autour du pasteur. Genre. Mais c'est ça que... c'est souvent, je sais pas si tu vas en parler, c'est ça qui va être mal vu, le fait que des fois, genre, si le mariage n'est pas célébré dans un édifice religieux, c'est souvent mal vu par la communauté aussi. C'est intéressant ce que tu dis, mais moi, je trouve ça c'est pas loin de l'idolâtrie. Comme quand la personne dit il faut que tu te maries. Bon, déjà, on va mettre quelque chose de clair, comme on va pas à l'église. Genre, l'église, c'est l'ensemble des personnes qui sont nées de nouveau, qui ont été régénérées et recréées par la nouvelle naissance en Jésus-Christ. C'est vraiment, on va dans la définition première du mot église. Dans les Écritures aussi, c'est simplement... Dans les Écritures, nulle part le mot église réfère à un bâtiment ou à un lieu. Ça réfère à soit une épouse, soit un groupe de croyants qui sont régénérés, qui sont recréés par la nouvelle naissance. Donc, on ne va pas à l'église. L'église, c'est un ensemble de personnes. Mm-hmm. Comme, c'est ça le sens. Donc, déjà, c'est une aberration de dire « faut qu'on marie l'église » parce que c'est un édifice. L'édifice n'est pas l'église. Puis, on dit tout le temps ça. Parfois, j'ai l'impression que les chrétiens on souffre parfois genre de dissonance cognitive. Tu sais, on dit quelque chose, on aime répéter quelque chose, mais à la pratique, ou bien quand on dit une autre chose qui est totalement contraire à ça, on dit tout le temps que nous sommes l'Église, mais parfois aussi, mais souvent aussi, on change notre langue, puis on dit « faut qu'on marie l'Église ». Mais je croyais que c'était moi l'Église. Est-ce que c'est le lieu qui est l'Église? Je croyais que tantôt... Ça apporte une confusion, en fait. Ben oui, c'est une confusion, comme je sais pas plus qui est qui, si c'est l'Église qui est l'Église, si c'est moi qui suis l'Église, je sais plus. Donc moi, je trouve que c'est pas loin de l'idolâtrie. Le fait de prendre un lieu et de le considérer pour ce qu'il n'est pas et d'avoir un réel attachement à ce lieu à un tel point que tu peux pas te passer de ce lieu, à un tel point que comme tu dois te marier dans ce lieu parce que ça a soi-disant une signification spirituelle. Moi, je trouve que spiritualiser ce qui est matériel, c'est de l'idolâtrie. Et matérialiser ce qui est spirituel, c'est de l'idolâtrie aussi. Donc, le fait d'appeler église ce qui n'est pas église, c'est une forme d'idolâtrie. Donc, c'est ça que je pourrais dire. C'est très intéressant. Donc, puis, ouais, c'est ça. Puis, quand on regarde, comme quand je parlais quand on voit pas quelque chose dans les Écritures, il faut se demander comme d'où ça vient. Parce que toute chose qu'on a aujourd'hui a une histoire. Donc, juste dès le 1er siècle, jusqu'au 16e siècle, genre 1600 ans après, c'est là qu'un clergé catholique a décidé de sacramentaliser, de faire du mariage un des sacrements et de faire en sorte que le mariage soit célébré, soit officié par un prêtre. Donc, du 1er siècle jusqu'au 16e siècle, ça n'existait pas le mariage religieux. Donc, est-ce qu'on va dire que les gens qui vivaient à cette époque-là n'étaient pas mariés? On ne peut pas dire ça. Donc, on voit un petit peu comme l'historique de ça. Donc, le mariage religieux, comme ils veulent nous faire croire que c'est quelque chose qui était là depuis le temps des temps, mais c'est faux parce que le mariage religieux est apparu 1600 ans après. Mais ça, il faut comprendre que la religion, c'est quelque chose qui a comme... quand on parlait de notre discussion, je ne sais pas si vous vous rappelez de la place de la culture dans la religion. La religion, c'est pas quelque chose qui est là depuis c'est pas quelque chose qui est là depuis le début. Ouais. Donc c'est quelque chose qui s'est construit après, puis après qui s'est divisé. Donc c'est très important. Mais parfois on a tendance tellement on est attaché aux traditions qu'on pense qu'elles ont été instituées comme dès le début. Ça existait toujours. Mais c'est faux. Donc vous pouvez faire vos recherches, comme c'est le prêtre là qui a institué le mariage, il s'appelle
Melchior Canor. Donc, c'est en 1560 qu'il a décidé parce qu'il ne faut pas oublier que le catholicisme aussi était un empire. Donc, ça voulait avoir une dominance sur tout. Donc, il voulait tout instituer. Puis, le mariage civil, à son tour, il a pris naissance 2 siècles plus tard, soit au 18e siècle. Donc, est-ce que je vais te poser la question, je ne sais pas si tu vas l'élaborer, comment ça s'est introduit. Est-ce que c'est par rapport à un truc de laïcité? Exactement, tu as tout compris. Okay. Donc, parce que au 6e siècle, avec l'Église catholique, le mariage religieux, que tu étais catholique, que tu étais... peu importe la religion, il fallait que c'est l'Église catholique qui te marie. Donc, le mariage civil, en fait, a été une réponse face au mariage religieux pour les personnes qui voulaient plus la domination de l'Église catholique. Donc, c'est ça. Donc, ce sont des choses qui, comme les gens du 1er siècle jusqu'au 16e siècle, est-ce qu'on peut se permettre de dire qu'ils n'étaient pas mariés parce qu'ils ne se sont pas fait bénis par un pasteur ou par un prêtre et ils ne se sont pas fait officialiser devant l'État? On ne peut pas se permettre de dire ça parce que c'est le Seigneur qui marie. Donc, aussitôt que le mariage, c'est quand le Seigneur est d'accord avec l'union, les parents sont d'accord avec l'union et les parents donnent leur bénédiction à leur enfant de se marier avec cette personne. C'est à ce moment-là qu'on se marie, c'est pas qu'on... Genre, tout commence quand 2 personnes décident de s'engager. C'est ça. Puis le pasteur, le jour du mariage, qui va dire « Je vous déclare mari et femme », mais... ne connaît même pas l'engagement. Il connaît pas l'engagement, premièrement, mais lorsqu'on avait pris cet engagement, il était où? C'est pour ça qu'il y a avant certains pasteurs demandaient à rencontrer les couples, à poser des questions, à faire des tests de compatibilité, des genres de trucs. Je trouve ça... c'est le rôle qui revient au père. Je trouve ça très intéressant. C'est dans ce sens-là que j'ai dit que parfois le pasteur, il vole le rôle qui revient au père. Parce que je crois que c'est ton père qui te... Mais sur ce point, je suis très d'accord. C'est la première fois que j'entends ce genre d'opinion-là. C'est ton père, c'est tes parents qui te connaissent le mieux pour juger si cette personne-là on va dire, est faite pour toi ou pas. Puis c'est à ton père t'es sous l'autorité parentale de ton père, t'es pas sous l'autorité parentale de ton pasteur, tu sais, c'est à ton père de te guider vers ça parce que c'est ton père. Mais bon, maintenant ils utilisent le terme père spirituel, là, donc en tout cas. Autre commentaire. Bon, c'est ça. C'est ça que je pourrais dire sur l'historique du mariage. Donc, dire à quelqu'un que tu dois te marier dans une église, premièrement, c'est une aberration et c'est pas loin de l'idolâtrie. Et deuxièmement, dire que quand une personne n'est pas mariée par un pasteur ou bien c'est pas un pasteur qui officie l'union, le mariage n'est pas valide, c'est faux. Premièrement, selon les Écritures, c'est faux. Et logiquement aussi, c'est pas un argument qui tient debout. Et parfois, même les gens, ils disent, si tu vas te marier devant l'état civil, t'es pas marié. Tout autant que tu passes pas devant un pasteur. Moi, je trouve ça écœurant. Écœurant? Oh mon Dieu, à ce point! je trouve ça terrible. Parce que s'il y a on vit en société. Puis... moi, je m'adresse aux personnes qui sont chrétiennes pour ne pas comme rendre un faux témoignage de qui on est. Le plus important, après la bénédiction du Père et après l'accord du Seigneur, c'est d'aller devant les autorités. Parce que les Écritures, même, ils nous demandent de nous soumettre aux autorités civiles qui ont été établies. Donc, c'est plus sage d'aller devant l'autorité et en passant, attention, c'est pas l'autorité qui te marie, tu es déjà marié. Donc, tu vas juste devant l'autorité pour leur informer de ton mariage. Tu vas juste dire, bon, moi, je suis mariée. Intéressant. Mais c'est comme ça. Et c'est pareil pour le pasteur aussi. Moi, je le vois comme ça. Je suis déjà mariée. Le moment où mon père accepte et me donne sa bénédiction et le Seigneur est d'accord avec l'union, je suis mariée. Donc, lorsqu'on fait une fête, c'est pas le jour qu'on fait la célébration que je me marie. Là, je fais juste informer les gens de mon mariage. Informer, une célébration. Exactement. Je dis à la société, bon, maintenant, je suis mariée, donc je suis plus disponible. Mais c'est pour ça qu'en anglais, il y a 2 mots qui peut, comment dire, caractériser le mariage. Il y a le mot wedding. Wedding, c'est comme le mariage. Et puis, il y a le mot marriage, qui
plus comme l'engagement entre deux personnes. Donc, je crois en anglais, c'est toujours mieux parce qu'en français, là, le mot mariage, il qualifie les deux. Tandis qu'en anglais, dans les deux cultures, ils font la distinction entre les deux. Le mariage et le wedding. Le wedding, c'est genre la célébration. Puis le mariage, c'est l'alliance. L'alliance. C'est très clair. Tu l'as même mieux expliqué que moi. C'est juste en français que, bon, tous les mots qualifient tous les mots. Fait que c'est ça que j'avais à dire. Je sais pas si Lindsay a quelque chose à... Moi, par rapport au point où on est en train de parler, on entend souvent que le mariage... Parce qu'on a été... Nous deux, on a été, chers auditeurs, chères auditrices, on a été élevés dans une communauté religieuse. Donc, on entend souvent que le mariage, c'est un accomplissement, c'est quelque chose à accomplir. C'est un succès qu'il faut. Genre, si tu t'es pas encore marié, c'est toujours mal vu, nanana. Ouais. Donc, il y a ça aussi. Donc, on voit souvent... Moi, je vois souvent dans mes réseaux sociaux cette oppression qui dit commente Amen si tu veux recevoir ton mari, localise en prière ton mari ou ta femme. Rentre dans ta saison de mariage. Rentre dans ta saison de mariage. On entend souvent des conférences comme ça, puis on entend active, passe la clé pour déclencher le moteur. Parce que c'est pas normal si tu as 22 ans puis tu n'as pas encore rencontré ton fiancé. Donc, c'est à toi d'aller le chercher, d'aller le débloquer, casser les chaînes dans le monde surnaturel. On entend souvent ça. Donc, on entend souvent ça. Genre, je déclare. Et puis là, quand je vois ce genre de publication, après on voit les gens qui sont comme je reçois. Mais genre, le fait de commenter je reçois, genre, comme je reçois de ce mois-là, je vais rencontrer un tel, mais le mois fini. Une glorification du mariage. Glorification du mariage. Donc, le 30, par exemple, le fin de mois arrive, puis tu l'as toujours pas rencontré. C'est pas ça. Donc, qu'est-ce que tu vas dire par rapport à ça? Donc, c'est juste à ce point que je voulais apporter par rapport aux mythes religieux qu'on entend, mais tout ce qui entoure le mariage. Donc, chers auditeurs, chères auditrices, c'est déjà l'heure de la pause, et puis on vous revient par la suite. Même si yo dit yon je peux yo quitter, pas très n'a causé, mon amour pas quitter. Ces dames, à la de belles bagailles, là de monde qui remet, vini tomber d'amour. Même si au dit, je peux yo quitter, pas très n'a causé, mon amour pas quitter.
Rebonsoir, chers auditeurs, chères auditrices. C'est l'émission Conscience, toujours dans la discussion, le mariage, contribuer monétairement. Donc, tantôt, Elinda a parlé de les origines du mariage, les historiques, mariage religieux et civil. Donc, pour mieux comprendre ce qu'on va parler, on rentrer dans le vif du sujet, qui est-ce qu'on devrait demander aux invités de donner une contribution monétaire. Donc, est-ce que c'est acceptable ou inapproprié? Bon, moi, j'ai déjà donné mon opinion qui va être déjà établie. C'est quelque chose qu'on ne devrait pas demander aux invités de contribuer, de faire une contribution monétaire pour participer à la célébration. Donc, la règle établie est qu'on ne devrait jamais demander aux invités. Donc, par définition, comme tu as dit au début, une contribution, c'est quelque chose qui est volontaire. Donc, un cadeau, c'est une offrande volontaire et on ne doit pas le demander. Donc, pour plusieurs cultures, en Europe, par exemple, il est admissible, de suggérer aux invités de payer pour venir participer. Et dans les traditions du mariage, il est usuel que les invités offrent au marié un montant d'argent qui leur permettra de couvrir des coûts de la réception. Donc, tout cet argent-là, pour une soirée, je trouve ce qui est quand même beaucoup, c'est juste pour la réception. Donc, il faut comprendre que cette pratique-là, à la base, c'était pas vraiment pour payer la réception. Donc, au départ, c'était plus ça vient des traditions et de la culture d'origine italienne et portugaise. Eux, quand ils allaient dans une célébration de mariage, la contribution monétaire qu'ils donnaient, c'était quelque chose qui était volontaire, premièrement. Et c'est aussi parce que les jeunes mariés se trouvaient souvent dans une situation financière qui était difficile. Donc, eux, l'argent qu'ils collectaient en famille, donc la collecte qu'ils faisaient, c'était comme pour payer on va dire, les 3 premiers mois de la maison, du dépôt pour le premier logis. Donc, c'était quelque chose qu'il donnait. Donc, c'était plus dans ce sens-là. C'était pas pour payer la réception, parce que la réception, c'était quelque chose qu'il faisait en famille, genre, un tel apporte de la nourriture. C'était quelque chose qui était familial. Donc, c'était dans ce sens-là qu'il contribuait, on va dire, monétairement dans le mariage. Et aussi juste terminer, ils apportaient pas seulement la collecte qu'ils ont faite dans toute la famille et dans le quartier, ils apportaient aussi des cadeaux. Donc, ils apportaient quelque chose de plus pour, comme contribution. Comme une contribution, acheter des meubles. C'était plus dans ce sens-là que la communauté italienne et portugaise le faisait. Il y a une autre tradition italienne aussi, ça s'appelle borsa, un truc de même. C'est comme pendant la célébration, la mariée, elle met comme un portefeuille ou un truc, puis du monde, tous les invités viennent mettre de l'argent dedans. Mm-hmm. Fait que c'est pas comme si... c'est pas le même contexte que la communauté. Avant de venir. Avant de venir, tu payes ta place. C'est réserve. C'est ça, c'est la tradition italienne. C'est quelque chose de culturel. Là, c'est comme les Africains avec la dot. Mm-hmm. C'est pas quelque chose... c'est pas la même affaire. Ça fait partie de la tradition, puis les gens sont habitués avec ça, puis les gens ne payent pas pour venir. C'est ça, donc ils donnent une contribution. Présentement, mais dans les 5-10 dernières années, on voit que c'est quelque chose on essaie de s'approprier cette culture-là, mais on le pratique. On le fait mal. On le fait mal, en fait. Ouais. Donc, c'est comme si on réservait déjà notre place pour la réception, tu vois. Comme on va assister à un concert ou un spectacle, donc je réserve ma place. Je paye déjà à l'avance pour venir participer. Puis, c'est même pas notre culture, en fait. Quand tu parles de la culture italienne, chaque personne apporte quelque chose au mariage. Dans le fond, c'est comme ça. C'est comme ça dans notre culture, dans la culture haïtienne. C'est telle personne va se marier. Toi, t'apportes le repas, toi, tu t'habilles la mariée, toi, tu t'habilles les demoiselles d'honneur. Toi, chaque personne de la communauté a une responsabilité et a un support qu'elle peut apporter. C'est comme ça dans notre culture. Puis à la fin, le jour de la cérémonie, chacun apporte son support. Celui qui apporte la nourriture apporte la nourriture. Celui qui fait quoi que ce soit le fait. Mais celui qui paie la limousine, etc., le fait. Mais
c'est pas le mariage en tant que... C'est pas ta place que tu réserves en tant que telle. C'est le fait que tu apportes une contribution au mariage. Genre, tu aides à la préparation de cette célébration. C'est comme ça dans notre culture. Puis en Haïti, c'est comme ça. Comme quand quelqu'un se marie, tout le monde comme mobilisé, tout le monde met tes mains pour aider le monde comme marié. Donc ça devrait rester comme ça aussi parce que ben, on est haïtien puis on va rester haïtien pour toujours. Fait que pourquoi perdre notre culture? Pourquoi perdre nos belles valeurs, nos bonnes valeurs, notre bonne culture pour une chose que, comme tu l'as dit, on pratique mal, puis les Italiens rient de nous parce que probablement on n'est pas italien, puis on fait l'affaire mal, c'est comme, en tout cas. Ouais, on l'a pris tout à fait hors de contexte. Ouais. Donc, il y a aussi cet argument que le fait que maintenant en Afrique, c'est devenu quelque chose qui est purement business, en fait, le mariage. Bon, les Africains, eux... Donc, ils sont sur une autre planète. Ils ont pris ça dans un autre niveau. Donc, ils abusent. C'est devenu quelque chose genre de célébration, de spectacle. On voit des gens... des concours de mariage, le mariage le plus luxueux. On voit des gens qui vont dépenser 40 000 à 50 000 $ dans une soirée. Ils vont des feux d'artifice, des lampes... Le truc là, comment on appelle ça quand les mariés dansent? Le truc qui fait la fumée blanche. La fumée blanche qui monte. Ça, c'est comme... C'est fou, là. Comme... Moi, honnêtement, sincèrement, je ne comprends pas comme autant dépenser d'argent dans ça. Pourquoi tu me donnes pas cet argent-là? Je vais l'investir. 40 000 $, là. Je vais l'investir, je vais acheter une maison avec. Comme, sincèrement, c'est un peu beaucoup trop. Donc, il faut voir, il faut analyser les choses parce que je regardais un documentaire et on voit qu'il y a des personnes, souvent dans des témoignages, tu vois, il y a des gens qui ont dit qu'ils se sont endettés. Parce que c'est devenu comme une compétition. Puis maintenant, avec les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est comme liker et repartager. Donc, il y a ça aussi qui arrive. Donc, c'est beaucoup trop d'argent. Et aussi, les autres personnes qui vont dire pourquoi il faut payer dans un mariage, c'est parce que si c'est comme un restaurant, genre tu viens dans le restaurant, genre tu payes pour ta nourriture, en fait. Donc, il y a des gens qui disent il faut que tu payes pour venir au mariage parce que tu vas manger, en fait. Donc, il y a cet argument-là par rapport à ça. Mais comme tu payes pour aller au restaurant, mais là, c'est moi qui décide d'aller au restaurant par moi-même. Comme, c'est pas moi qui t'a dit de te marier, puis c'est pas moi qui t'a demandé de te marier. Fait que c'est pas à moi de comment je pourrais dire ça, c'est ça, genre les invités viennent payer tes dépenses, en fait, genre t'as déjà organisé tout, donc t'as déjà fait une avance de crédit sur les choses. Donc toi, avec le prix que tu vas donner par personne, tu vas essayer de combler tous ces dépenses-là que tu as fait, genre... Tu vas essayer de faire un profit. Un profit, en fait, ouais. Je trouve ça tellement drôle. Il y avait une fille, j'avais fait mon secondaire 2 avec elle. Comme en secondaire 2, j'ai changé d'école. Fait que je l'ai plus jamais revue. Puis l'année passée, elle se marie, elle m'invite. Puis quand je regarde, je vois c'est 150 $. Comme quand tu fais un mariage payé, t'invites tout le monde là, tout le monde, n'importe qui. Comme j'ai pas quelle relation que j'ai avec toi pour aller à ton mariage. Comme les gens qui font les mariages payés, ils invitent souvent 200, 300, 400 personnes, mais est-ce que tu as une relation avec toutes ces 400 personnes? Est-ce que tu as une proximité avec toutes ces 400 personnes? Donc, c'est un moyen aussi... Bon, chacun son hustle, chacun son gagne-pain pour le moment, je sais pas. Mais le mariage payé aussi, ça peut être un moyen de se faire des profits aussi. Il faut pas se mentir. Il y a cette réalité aussi là-dedans dans le mariage payé. C'est ça, on évite le plus de gens possible pour venir... combler certaines dépenses parce que on veut faire on va dire parce que c'est une soirée de ta vie, parce que après comme je t'ai dit tantôt, la définition de anglais qui différencie c'est quoi wedding et marriage, donc l'engagement et la célébration. Donc tout le mariage, c'est quelque chose qui va être continuel. Donc pour une célébration, pour une journée seulement dépenser autant, je trouve que c'est un peu beaucoup trop. Et aussi comme j'ai dit tantôt, le fait d'Instagram, il y a une sorte de compétition qui se fait aussi dans la communauté. Oh, mon mariage est le plus beau. Et ça, je vois que c'est plus par rapport
à une construction de la société, genre plus dans les films américains, dans les films Hollywood. C'est quoi l'excellence à atteindre, c'est quoi qui est beau, c'est quoi qu'il faut faire, la grosse robe blanche et tout. Donc ça, c'est quelque chose Puis aussi, qui est très nocif, en fait. Puis tu as parlé d'un point tellement important, tu as mentionné il y a des personnes qui s'endettent pour se marier. Comme c'est tellement pas quelque chose de sage, comme de rentrer dans un nouveau foyer ou dans une nouvelle vie de couple avec des dettes. Comme ça peut être une source de séparation. Mais moi ce que je trouve intéressant, c'est que en regardant ces documentaires-là, j'ai vu, genre, la soirée, c'était quelque chose qui est comme... Quand je dis « wow », c'est disproportionné. Puis après, on va regarder où la personne habite. C'est comme... Moi, j'appelle ça une corvée. T'aurais pu investir ailleurs, en fait. Il faut nommer les choses par leur nom. Ça, c'est la définition même de corvée. Comme tu fais un mariage à 40 000 $, puis après le 8 heures de temps, tu rentres comme t'as même pas investi dans la vie future, alors que l'investissement qui aurait dû être fait, c'est dans la future vie, pas dans la soirée. Plutôt pas de fait en rien. Plutôt t'es juste allé devant un officier d'état civil, puis tu fais ton truc, puis après, genre, pour le futur, t'as un investissement, t'as un argent déjà investi. Si par exemple, vous voulez avoir des enfants, comme... Acheter une maison, c'est ça, comme une voiture. Acheter quelque chose, faites un investissement. Ouais. Parce que quand tu dépenses 40 000, là, tu jettes ça. Parce que c'est ça, tu le jettes pour 8 heures de temps. Et moi, après, tu restes les mêmes. L'argent que tu dépenses, elle n'est pas bénéfique pour toi qui dépense ça. C'est bénéfique pour les personnes qui le reçoivent, en fait. C'est vrai. Genre, ça devient un business dans le sens que ça a généré beaucoup d'emplois. Ça génère beaucoup en Afrique, surtout, ça génère beaucoup d'argent dans l'économie. On voit maintenant les personnes africaines sortent des États-Unis, d'Angleterre, d'Australie pour venir faire un mariage culturel en Afrique. Donc ça contribue, ça booste l'économie du pays, certes, mais pour toi tu en perds un peu parce qu'il faut penser au long terme. Et on voit que en quoi ça bénéficie aussi, c'est par rapport le fait que les gens qui sortent un peu partout pour aller célébrer en Afrique, ce que ça fait, c'est que ça va favoriser la consommation des produits locaux. Donc les gens vont être plus locaux. Donc les robes, ça va pas être avec des designers européens ou surtout avec la robe blanche. Donc ça va être quelque chose qui est comme plus culturel. Dans ce sens-là, je trouve que c'est juste... Comme ça, je vois que ça peut contribuer. Pour les businessmen, là. Pour les entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs. Ouais. Mais les entrepreneurs, ils ont tellement bien compris ça ils ont tellement bien compris la folie derrière un mariage de rêve. La folie. Mais moi, je trouve que c'est une folie. Comme que même... Ils ont des montants tellement élevés pour louer leur salle, pour même un DJ là. C'est ça. Même un DJ, ça coûte une fortune. Les trois plus grosses dépenses, c'est le photographe, qui est aussi les photographes. Je vois un photographe la dernière fois, 4 800 pour combien d'heures? Pour 5 heures, un truc de même. C'est fou là. Puis à chaque heure supplémentaire, ils profitent de la folie des gens, la folie que les gens ont pour faire des mariages de luxe. Mais moi, j'aime ça. C'est comme ça. Un businessman doit toujours être à l'affût de l'actualité. Ouais. Moi, j'aime ça. Moi, j'aurais fait pareil. Je profite. Toi, tu tiens à ça, mais moi, je profite pas de toi, en tout cas. Tu profites de l'occasion, en fait. C'est ça. Donc, aussi, le fait que je pensais, j'ai comme, ok, genre, tu m'invites à ton mariage. Déjà, je dois dépenser pour mes cheveux, parce qu'on sait que nous, dans notre communauté, il faut, le jour du mariage là, faut aller en studio. Donc, ou pas en studio, si on dépense pour cheveux, ou pas mettre on rad ou te mettez déjà. C'est vraiment ça. Parce qu'on connaît, on va mettre photos ça sur Facebook. Donc, pour acheter une nouvelle rad, pour acheter soulier, pour dépenser. Imaginez si c'est famille. Si c'est tes enfants
Exactement. qui sont dans le cortège. Oh my god, c'est exactement ça que j'allais dire. Tes enfants sont dans le cortège, t'as ces dépenses à faire. Donc, t'as une famille. Donc, imagine 150 piastres pour une famille de 4 personnes. C'est beaucoup, là. 100 piastres. C'est beaucoup, là. C'est comme t'as dit, genre, c'est une paye, genre, c'est une paye que tu viens tout juste de blow. C'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. Puis moi, la dernière fois, pas la dernière fois, mais comme en 2016 ou 2017, je me rappelle, 2018, j'étais allée à un mariage. Une chance que c'était pas payé. Mais les personnes ont divorcé 1 an plus tard. Oh my God. Puis là, je me dis, une chance que c'était pas payé, parce que moi, c'est satisfaction garantie ou argent remis. On va plus me faire me bail $150, $200 pour 1 an plus tard, t'es divorcé. Rends-moi l'argent. On niaise comme ça, mais je sais pas si vous savez, mais maintenant, ils font des célébrations de fêtes de divorce. Maintenant. Oh my God! C'est même, j'ai été étonnée, maintenant, c'est quelque chose qui, petit à petit, s'installe dans la société. Comme on va célébrer. En plus, imagine. Il faut payer. Ça fait. Il faut que tu viens célébrer ton divorce. Comme, je trouve que c'est... Les gens veulent nous ruiner. Où va le monde, en fait? C'est vraiment ça. Vraiment ça. Oui, il y a ça aussi, mais il faut comprendre que, mais comme, d'un côté, tu vois, c'est une dépense disproportionnée, mais comme si vous voulez absolument faire payer votre mariage, regardez dans quelle famille vous avez été élevé, consulte ton conjoint, ton conjoint et demande-lui comment ta famille le voit, donc pour pas faire des erreurs, pour pas froisser les gens, tu vois. Donc ça, c'est quelque chose comme, c'est comme, comment dire, c'est pas tabou, mais comme, il faut pas prendre ça à la légère, comme il faut les prendre avec des pincettes, comme discuter vraiment ça, est-ce qu'on fait payer les invités ou pas. Donc il faut interroger notre famille, genre une discussion juste comme ça, et comme payer ou pas, genre juste donner une idée, de vous faire une idée de comment vous pouvez préparer votre mariage, la cérémonie et tout, parce que comme il y a des conventions, il y a des cultures qui sont différentes d'autres, donc chaque famille n'a pas été élevée avec les mêmes valeurs, les mêmes choses. Donc s'il vous plaît, si vous voulez vraiment avoir votre soirée de rêve et vous n'avez pas les moyens et vous voulez vraiment le faire, donc essayez pas de froisser votre famille et la famille du conjoint. Donc c'est quelque chose qu'il faut vraiment discuter en famille, comment on organise tout ça. Puis juste une petite astuce, si vous voyez que vous vous sentez obligé de faire payer les gens, c'est déjà un indice de votre budget et de la capacité du montant d'argent que vous avez personnellement. Donc, quand c'est rendu que vous comment je pourrais dire ça? Quand c'est rendu que vous faites payer les gens, ça montre déjà que vous n'avez pas les moyens de faire, de faire ce genre de célébration. Comme, si c'est correct si vous n'avez pas les moyens. Allez faire quelque chose dans la simplicité. Ça n'a jamais fait de mal à personne. Puis personne n'a jamais eu le prix Nobel pour le mariage le plus beau au monde. Ça n'existe pas, ce prix Nobel-là. Fait que allez dans la simplicité, allez avec vos moyens. Vous n'avez pas besoin d'accrocher votre manteau là où vous ne pouvez pas arriver, puis faire payer les gens pour que vous puissiez accrocher votre manteau là où votre bras n'arrive pas. Comme, il n'y a rien de mal d'aller dans la simplicité et de faire avec les moyens du bord. C'est ça. Et c'est ça, genre, il faut consulter les gens. Donc, il y a aussi le fait que, comment dire, on dit on évite et tout. Donc, ce qu'on peut faire, c'est que, genre, sur les cartons, on écrit est-ce que vous voulez joindre à nous? Parce que quand on dit invite, c'est comme tu as dit au départ, quand on invite, c'est toi qui m'as invité, j'ai pas été obligé de venir. Donc, si tu reformules ta carte d'invitation en disant est-ce que vous voulez joindre à nous, c'est quelque chose comme c'est oui ou non, c'est à toi de venir ou pas. Donc, c'est quelque chose comme il faut voir. Et aussi le fait que le mariage maintenant, mais la célébration du mariage, je dis toujours la célébration pour faire la discussion en l'engagement et la réception.
les gens, maintenant, ce qu'ils font, c'est que ils préparent à l'avance. Ça se prépare un an à l'avance. Des fois, je regardais un documentaire sur Netflix et aussi comment faire l'organisation de ton mariage, mais de la réception un an à l'avance. Il te dit 9 mois à l'avance, t'as déjà trouvé ta robe. Il te met la pression déjà 10 mois en avance, il faut que tu trouves la salle, sinon tu es en retard, parce que les salles se réservent maintenant un an à l'avance quasiment. Ouais. Donc, il y a tout ça, comme genre, la personne te demande, veux-tu me poser? Déjà là, tu dois dire, ok, qui va être dans le cortège? Okay. Toi, tu veux pas de cortège, mais genre, comme on a été élevé, il faut demoiselle d'honneur, marraine, parraine, annonceuse, voyer fleurs, porteur de bail. Puis là, après, avec tout ça, comme tu dis aux gens, c'est à eux de payer. Comme c'est ton mariage, tu dis à eux, mais comme j'aimerais que tu sois annonceuse, mais c'est à toi de payer. Genre, tout c'est dépensé parce que c'est comme tu as dit tantôt, aller dans la simplicité des choses, regardez qu'est-ce qui est l'essentiel, qu'est-ce que vous voulez retenir de ce moment-là que vous allez passer ensemble. Est-ce que c'est les frivolies, tous les feux d'artifice, ou c'est le moment comme contact humain réellement? Ouais. Parce que des fois, je vais dans des réceptions, c'est totalement superficiel, t'as même pas le temps de saluer un tel, c'est comme, c'est tellement, en tout cas, c'est très grand. T'as payé pour célébrer avec un tel, mais t'as même pas le temps de la saluer. La saluer, genre, c'est pas vraiment une partie. C'est pour ça que je dis, c'est pas une célébration, en fait, genre, parce que si c'est une célébration, on participe ensemble, c'est plus genre du farewell, en fait, genre, c'est un spectacle, je viens assister. Puis moi, comme impressionné, nous, par le nombre d'années que vous durez ensemble, pas par le matériel ou la logistique que vous utilisez pour votre soirée de célébration. Parce que le matériel, là, ça vaut rien. Tout le monde peut avoir des matériaux et tout le monde peut... ça vaut rien. C'est matériel. C'est pour ça qu'on appelle ça matériel. Fait que ce qui est important, c'est de nous impressionner par le nombre d'années que vous durez ensemble. Pas par ce que vous faites, le nombre d'argent que vous dépensez. Ça, c'est futile, c'est pas des choses qui restent, et c'est pas des choses qui impressionnent les gens. Ça impressionne plus les gens. Je crois que la tendance maintenant, c'est quelque chose comme spectacle, mais j'espère et je crois que dans quelques années, cette mode-là de Instagram, de Facebook, Snapchat et vont redescendre un peu parce que genre les personnes ne comprennent pas, ils ont pas des moyens de louer genre le Ritz-Carlton, donc ils vont faire ça dans leur cour. Je trouve c'est chaleureux, c'est familial. Si tu fais ça dans ta cour, c'est intime, donc il y a ça aussi, genre que tu peux balancer aussi. Regardez ce que tu veux vraiment retenir dans cette soirée-là. Genre, si tu n'es pas capable de prendre le plus gros restaurant, essaie de compenser avec un autre. Donc c'est quelque chose qu'il faut, si vous voulez que votre invité paye, c'est quelque chose qu'il faut vraiment évaluer. Elle n'est pas à faire des dépenses tirées par les cheveux, aller trop. Donc, c'est quelque chose qu'il faut vraiment s'asseoir avec la famille pour voir si ça peut se faire. Puis sinon, il y a un autre argument. Quand tu payes pour la célébration, c'est ta nourriture que tu payes, mais c'est pas le mariage que tu payes. Moi, je comprends pas le but de dissocier le repas du mariage, puisque le repas est pris dans un contexte de mariage. Ouais. C'est comme si je dis à quelqu'un, tu viens dans mon sous-sol, mais c'est pas chez moi que tu viens. C'est comme, je dissocie le sous-sol avec chez moi, mais ça fait partie de chez moi, tout comme le repas fait partie du mariage. Comme si tu dis à quelqu'un, tu viens dans mon sous-sol, tu viens pas chez moi, mais ça fait pas de sens. De même que ça fait pas de sens quand tu dis à quelqu'un, tu payes ton repas, mais pas le mariage. Parce que les choses sont prises et sont faites dans un contexte. Je comprends pas c'est quoi le but de dissocier. Puis, OK, admettons qu'on allait avec cette logique, même si je la trouve un peu bizarre,
Comme, OK, si je décide d'apporter mon repas au mariage, est-ce que c'est gratuit? Parce que Non, j'apporte mon propre repas. Non, Puis non. si je décide même, bon, je veux pas manger. Oh, c'est le repas que je paye pour 150? Eh, mais OK, je vais pas manger, je vais me remplir chez nous. Puis moi, je vais juste assister à la célébration. Est-ce que tu vas accepter? Non, parce que, comment dire, la personne qui te loue la salle loue en fonction des invités. Donc, c'est pas vraiment la nourriture que tu payes, en fait. C'est genre vraiment ta place, réellement, que tu payes. Eh ben, ma boîte de copie. Pas après de copie. Franchement, en tout Mais cas, mais- moi, je suis contre ça, là, c'est évident. Mais moi j'étais allée dans un mariage de mon cousin, ce qu'il a fait, toutes les personnes de famille, comme oncle, tante, cousin, cousine, tout ça, eux, ils ont pas payé. Ça, c'est comme si t'es vraiment comme... C'est comme si Ben, t'as deux j'espère, tu sais, listes. c'est la base. Si J'espère. t'as genre... Il avait genre deux listes, la famille proche, même si c'était un peu éloigné, genre la famille, et les personnes qui connaissent ta mère, toutes ces personnes-là, ils n'ont pas payé. Mais comme... Si tu fais partie de la deuxième liste, mais ça, c'est pas tout le monde qui le savait. Si tu fais partie de la deuxième liste, ou chiré. Ça, c'est pas tout le monde qui le savait, genre, tu vois. Des personnes qui croient être ton ami, comme, Oh. qui devraient pas être insultées si tu les invites pas, genre, tu Ça, vois. c'est méchant. Si, il a fait payer à ces gens-là, mais eux, ils savaient pas, genre, tu vois. Fait que la famille proche a pas payé. En plus, c'était un mariage grandiose et tout. Donc, lui, il a pas fait payer, mais comme les personnes qui faisaient partie de la deuxième liste. Moi, j'ai trouvé ça Tu très fais drôle, en partie de fait. la liste 2, tu fais partie de la liste noire. Chiré. Oh Donc, my God. chères personnes qui vont se marier prochainement, s'il vous plaît, faites attention, analysez bien les choses et discutez avec votre conjoint et tout, avec la famille et tout, parce que genre, même si vous pensez que maintenant c'est devenu une norme, une mode à faire payer, il faut comprendre que les invités peuvent être insultés quand on leur demande de payer. Ouais. Puis aussi, à ceux qui vont dans les mariages, les invités, il faut apporter un petit cadeau, là. Venez pas les mains vides. Fait que comprenez aussi les mariés, genre, ils entament une nouvelle vie. Puis c'est important de montrer de montrer votre encouragement, votre support en aidant le couple qui se marie. Donc, on peut pas aller à un mariage les mains vides, tout comme on peut pas aller à un anniversaire les mains vides. C'est juste une règle de bienséance. Comme, Ouais, même peu si, importe même la si t'ont pas petite demandé chose, de même si c'est payer une ou petite un carte, petit là. truc. Comme- C'est les gestes qui comptent, en fait. Ouais, c'est ça. Ma C'est mère, ça. avec les cartes, elle en a beaucoup de cartes. des petits mots d'encouragement et tout. Montrer à la personne que tu es disponible. Donc, Bon, dans le fond, moi, je voulais juste dire un dernier petit mot concernant l'intervention qu'on a faite. Donc, l'intervention, c'est pas dans le but de vous convaincre de croire à la même chose que nous, mais c'est plus dans le but de vous exposer un point de vue qui est différent de ce qu'on nous a toujours montré. Donc, on n'essaie pas de vous convaincre, on veut juste vous montrer. Et s'il y avait une autre option, et s'il y avait une autre analyse, une autre pensée par rapport au mariage. Comme je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont peut-être pas être d'accord avec ce que j'ai dit sur le mariage, mais je suis pas là pour vous convaincre, je suis juste là pour vous faire considérer. C'est ça, l'émission Conscience est là pour essayer de vous faire ouvrir les esprits, essayer de sortir de votre voir zone les de choses d'une autre manière. Et Exactement. vous conscientiser aussi sur peu importe. Donc, Lindsay, tu as un dernier mot? Non, j'ai pas grand chose à dire. C'est déjà le temps de terminer. Merci d'avoir participé avec nous. On vous laisse sur la musique Monde d'amour by Schleu. Donc, merci beaucoup, chers auditeurs, d'avoir participé avec nous et merci, Junie. À la semaine prochaine. Bye, Junie.
papa. Mon d'amour pas jamais quitté. Ou mettez les mamans, ou mettez les papas. Mon d'amour pas chanter.